Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode qui, j'en suis sûre, va vous intéresser. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est au cœur de chaque projet de construction et déterminant dans la réussite ou l'échec de tout projet, à savoir la communication sur les chantiers de construction. On sait bien qu'entre la maîtrise d'ouvrage, les architectes, les bureaux de contrôle ou bien les entreprises, gérer l'information, c'est parfois un chantier dans le chantier lui-même. Et pour démêler tout ça avec nous, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un expert du terrain, quelqu'un qui connaît les chantiers de l'intérieur et qui a beaucoup partagé sur les bonnes pratiques de communication. Monsieur Bouchrit Samir, bonjour et bienvenue. Merci Noëlla, merci, très heureux d'être avec vous sur ce podcast qui va porter sur un sujet qui m'est très cher justement pendant mes 2 décennies de travail sur le chantier. J'ai pu toucher son importance et sa criticité pour la réussite d'un projet de construction générale. Donc merci beaucoup. Je vous en prie. Et avant d'entrer dans le vif de ce sujet, permettez-moi de vous demander de vous présenter à nos auditrices et auditeurs votre parcours, votre domaine d'intervention et ce qui vous a amené à vous spécialiser sur ces questions de communication dans la construction. Monsieur Bouchelet. Donc, moi, je suis ingénieur génie civil de formation depuis 2005. Donc, j'ai pu travailler sur plusieurs projets d'infrastructure, surtout, en commençant par les autoroutes, parce que j'ai travaillé chez les autoroutes du Maroc. Après, j'ai travaillé avec un aménageur, un maître d'ouvrage, qui s'occupait de l'aménagement et de la viabilisation de l'ancien aéroport d'Anfa. Donc, c'est actuellement l'agence d'urbanisation et développement d'Anfa. Et après, je suis passé de l'autre côté, c'est-à-dire le côté de la production, de la réalisation des chantiers. Et parmi les grands chantiers sur lesquels j'avais la chance de contribuer, c'était le pont à Précisez. rebond de Sidi Marouf. Donc, c'est le projet d'entrée de Casablanca. Après, j'ai travaillé sur d'autres projets d'aménagement, d'autres projets d'infrastructure, notamment la station de dessalement d'Agadir, avant de passer sur le côté de la gestion de projet, du conseil, du consulting, de l'audit et de l'assistance technique sur les projets de construction. Donc, ça fait, comme j'ai dit, à peu près 21 années d'exercice sur les projets de la construction. Et d'où votre question, pourquoi est-ce que je m'intéresse à ce sujet de la gestion de projets de construction en général et plus particulièrement à ce domaine de la communication et d'échange? Parce que si nous avons le ciment qui lie le béton et la structure, ben nous avons la communication, les échanges et la gestion des interfaces entre les différents intervenants qui va lier les différentes composantes et intervenants dans un projet de construction. Et c'est avec ça qu'on peut réussir l'atteinte des objectifs. Tout dépend de l'efficacité de cette communication. Nous ne parlons pas juste de la communication verbale ou pendant les réunions, mais nous parlons aussi d'échange de documents, de traçabilité, de résolution de problèmes, de résolution de conflits. Comment est-ce qu'il faut gérer les différents euh, hommes et femmes dans un chantier, parce que c'est eux qui vont produire et qui vont réaliser les travaux finalement. Compte tenu de votre expérience, Monsieur Bouchelit, sur le terrain, avez-vous en fait le sentiment que la communication aujourd'hui est perçue comme une compétence à part entière dans le monde de la construction? Ou reste-t-elle trop souvent considérée comme secondaire face aux aspects techniques, en tant que technicien dans le métier? C'est une question pertinente, effectivement. Il y a les connaissances techniques dont nous avons besoin pour réussir le projet, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut planifier, mettre en place une bonne gestion d'équipe, mettre en place les ressources qu'il faut, faire un suivi. Donc tout ça, c'est extrêmement important. Mais c'est à travers les échanges et la communication que nous arrivons justement à atteindre ces objectifs. Et je m'explique. Moi, je donne l'exemple d'un chef de projet ou d'un professionnel de la construction en général dans son chantier. Dès qu'il se réveille le matin, il prend son téléphone, il commence à appeler ces différentes équipes, donc en leur demandant, voilà le programme de la journée. Il va recevoir des appels pour résoudre certaines problématiques ou donner des informations.
Il va tenir des réunions, donc des réunions pour prendre des décisions, pour résoudre des problèmes également. Il va échanger des documents, donc soit il va envoyer un rapport, il va établir un plan et il va l'envoyer. Il va discuter avec les différents intervenants du projet, l'architecte, avec le bureau d'études, le bureau de contrôle. Donc, il a besoin effectivement de compétences hard, de compétences techniques, mais à côté de tout ça, il faut qu'il maîtrise l'art de la communication efficace pour qu'il puisse justement faire ces échanges-là arriver à délivrer le message et à recevoir le message qu'il faut dans le temps qu'il faut et par la suite laisser une traçabilité de ces communications parce que c'est ça qui va faire la vie de votre chantier. C'est à travers des documents, c'est à travers des signatures, c'est à travers des plans, des contrats, des plannings. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'il doit gérer à côté de son travail en tant que technicien. C'est comme on dirait que c'est un chef d'orchestre de son travail, de ses Exact. livrables, à assurer la communication avec ses interlocuteurs, ses collègues. Voilà. Pour structurer notre échange, Monsieur Boschrit, nous allons aborder le sujet en 4 grandes parties. Nous commencerons par déjà rappeler les rôles des intervenants et les phases d'un chantier. Nous examinerons ensuite le dysfonctionnement ou bien les dysfonctionnements constatés sur le terrain. Et ainsi, euh, on parlera aussi des bonnes pratiques en matière des réunions et d'écoute active. Et dans notre 3e partie, nous passerons en revue des méthodes et des outils qui sont issus du PMI, Project Management Institute. Et nous finirons sur les technologies et les perspectives d'avenir sur ces modalités de communication. Monsieur Bouchit, est-ce que vous êtes prêt pour entamer cet Parfait. épisode? Excellent Très programme. bien. Donc, parfait, je suis prêt. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet et précisément dans la première partie de notre échange. Et pour bien comprendre les enjeux de communication d'un chantier, il faut d'abord comprendre qui fait quoi. Monsieur Bouchelet, pouvez-vous nous rappeler justement les acteurs clés d'un projet de construction? Excellent. Parmi les premières phases d'un professionnel de la construction, c'est justement d'identifier les parties prenantes. Donc les parties intéressées, ceux qui ont un impact ou ceux qui peuvent être impactés par le projet de la construction que vous amenez à réaliser. Donc dans cette phase d'identification des parties prenantes, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a des parties prenantes qui sont très courantes et très connues, à savoir premièrement le client. Donc c'est le maître d'ouvrage. C'est lui qui demande la réalisation, c'est lui l'initiateur du projet, c'est lui qui détient les autorisations, et ça c'est très important. Donc c'est lui qui a la conception initiale et c'est lui qui a le budget pour réaliser le projet, que ce soit des budgets qui lui sont propres ou à travers des bailleurs de fonds. Donc la première partie, c'est le client. Et comme on nous a appris dans la partie un petit peu commerciale et gestion de projet, c'est que le client, c'est le vrai patron. Donc c'est lui qui a la capacité de virer tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a, comme on a dit, l'autorisation, c'est lui qui exige, c'est lui qui demande, et c'est lui qui va financer le projet. Donc il y a le client. Deuxième intervenant, il y a le maître d'œuvre. Donc, il y a la maîtrise d'œuvre. Dans les projets de bâtiments, c'est souvent l'architecte, mais c'est pas forcément l'architecte qui va assurer cette mission de maîtrise d'œuvre. Dans les projets d'infrastructure comme les routes, comme les ponts, comme les barrages, les ports, etc., on peut trouver une maîtrise d'œuvre qui est constituée de gens du métier. Donc, ce sont des gens à qui le maître d'ouvrage il va faire appel parce qu'ils ont justement cette technicité, ce savoir-faire et cette capacité à gérer non seulement la partie technique, mais également la partie financière, la partie gestion de projet, suivi, sécurité, qualité, etc. Donc, la maîtrise d'œuvre, ça c'est une deuxième composante. Et ce qu'il faut noter dans notre contexte marocain justement, c'est que le maître d'œuvre, c'est un statut juridique. Il a une responsabilité même juridique et non seulement une fonction comme les autres. Donc, on a la maîtrise d'œuvre. La composante suivante, c'est le bureau d'études techniques. Donc, c'est quelqu'un qui travaille sur la conception que donne l'architecte ou que donne le client de manière macro. Et le bureau d'études techniques, ben, c'est lui qui va s'occuper du dimensionnement et du calcul de structure
pour dire voilà le ferraillage dont nous avons besoin pour cet élément de structure, voilà la conception des hauteurs, la géométrie, en tenant compte des éléments que le laboratoire il va lui donner. Par exemple, quand il s'agit de la géotechnique, ben, c'est le laboratoire le premier intervenant, puisque l'ouvrage ou l'édifice il va se fonder sur un sol. Donc il faut qu'on sache l'importance de ce sol, et c'est grâce au laboratoire qui fait partie des intervenants qui va nous donner voilà les éléments de capacité de ce sol, et c'est à partir de ces éléments-là que le bureau d'études il va faire son étude et sa conception ou son dimensionnement. Après, il y a l'entreprise qui va réaliser le travail. Et là, elle intervient via un contrat qui va la lier avec ces différents intervenants. C'est important de dire le mot contrat parce que c'est toujours la référence par rapport à laquelle nous allons revenir quand il y a des problèmes, quand il y a des exigences qui sont demandées, est-ce que ça a été spécifié ou pas, quand est-ce qu'on parle de changement, et ça fait partie aussi de la gestion d'un projet de la construction, quand est-ce qu'on va dire qu'il y a un changement, c'est par rapport à ce qui a été tracé initialement dans un contrat ou dans un périmètre initial. Donc il y a l'entreprise qui va réaliser le travail, et il y a ce qu'on va appeler des fonctions support. Donc, parmi les fonctions support, on va trouver le bureau de contrôle. Donc, c'est le bureau de contrôle qui va venir pour contrôler est-ce que ça a été bien fait ou pas par rapport à certains plans. Il va contrôler le ferraillage, il va contrôler même la partie sol, est-ce qu'on est arrivé au bon sol ou pas. Donc, la fonction du bureau de contrôle, c'est une entité importante aussi dans l'acte de bâtir. Il y a aussi les départements services support de qualité, sécurité, environnement. C'est extrêmement important aussi comme intervenant. Ça peut faire partie de l'organisation de l'entreprise, comme ça peut être une entité indépendante qui va s'occuper de la conformité par rapport aux dispositifs de qualité, aux exigences qualité, qui va surveiller la sécurité et la protection de l'environnement sur le chantier, etc. Il y a aussi des entités comme l'OPC. Donc maintenant, on commence à recourir aux capacités d'OPC justement, même dans les projets d'infrastructure. Pourquoi? Parce qu'on est devenu conscient de l'importance de gérer les interfaces, les coordinations entre les différents corps d'État ou les différents intervenants. Donc il y a l'OPC. On peut trouver aussi les topographes. Donc c'est eux qui peuvent aussi faire tout ce qui est implantation de l'ouvrage, tout ce qui est borne rapprochée justement pour s'assurer qu'on est en train de construire dans le bon endroit, et qui peuvent aussi avoir une tâche ou une fonction de contrôle topographique au niveau des arrêts de bétonnage, etc. Donc ça, c'est les intervenants Noëlla qui font partie de l'écosystème du projet. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres intervenants externes au projet. On parle par exemple des autorités. Si vous êtes en train de construire un bâtiment dans un lieu, ben ce lieu-là, il est situé dans une commune. Et cette commune, il y a des intervenants ou des représentants. Et l'erreur serait d'ignorer ces parties prenantes et ne dire et dire par exemple que j'ai ce projet-là, je m'en contente, je regarde et je gère mon projet-là. Si vous ignorez une partie prenante externe, ben vous risquez d'avoir beaucoup de soucis en termes d'autorisation, de Ah oui, possibilité bien sûr. d'accès, voilà. Donc ça c'est par rapport aux intervenants externes. On peut parler aussi de l'écosystème, des fournisseurs, des carrières qui sont en place. Donc on a parlé du noyau, on va dire, des intervenants dans un projet de construction, mais il y a d'autres qui vont s'imbriquer et qu'il faut gérer également. Et l'erreur, comme j'ai dit, je le répète, c'est d'ignorer quelqu'un qui fait partie de cet écosystème ou de ces intervenants. Il y en a plusieurs acteurs, internes, externes. Il y en a ceux qui savent très bien comment gérer un chantier en matière de communication, comme il y en a d'autres qui sont tout à fait nouveaux et qui rentrent en coactivité avec d'autres intervenants dans le même projet. Donc, la communication, c'est un enjeu important. Il faut pas le négliger. On reviendra là-dessus dans les prochaines parties sur notre programme d'épisodes. Donc, Parfait. on a de multitudes d'acteurs avec des intérêts, des langages différents, et ces acteurs interagissent différemment selon les phases du projet. Donc, Ouais. n'est-ce pas? Donc, il y en a Vous avez plusieurs tout phases à de fait raison. projet. Chaque intervenant euh, interagit de manière différente selon la phase. Et ce qui nous amène à la question suivante.
ou bien à la deuxième partie de notre programme, quelles sont les principales phases d'un chantier de construction et qui définissent le déroulé d'un projet depuis A jusqu'à Z, ou bien Parfait. Donc, du berceau c'est jusqu'au tombeau. une question euh, très importante, effectivement. Moi, je vais pas détailler les phases. Bon, si on parle de phases de construction, de manière technique, ben, c'est rapide et c'est facile. Un technicien, il peut savoir quelles sont les phases. Moi, de mon point de vue, on va un petit peu aller avec une vision beaucoup plus macro. Donc, il y a trois principales phases de réalisation d'un projet en général. Il y a la première phase de planification, nous allons la détailler. Il y a une deuxième phase de la construction et de la partie réalisation. Et il y a une partie de réception à la fin de ce projet. La première phase de planification est malheureusement, dans certains projets, on l'ignore alors qu'elle est la fondation. Donc, c'est la fondation de notre projet de manière, quand on parle de gestion de projet de construction. Donc, la première phase de planification, c'est déjà justifier la réalisation du projet. Pourquoi est-ce que ce projet sera réalisé? On parle de l'étude de faisabilité, on parle de business case. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de ce projet? Quelle est la valeur que nous allons créer? Et c'est extrêmement important. Nous voulons construire un hôpital, c'est excellent, c'est bien, mais ça commence bien avant le premier coup de pioche. Donc, on parle d'abord de pourquoi est-ce que nous voulons réaliser, quelle est la valeur que nous voulons créer, quel est le nombre, la capacité de cet ouvrage, le retour sur investissement de ce projet, que ce soit social ou rentabilité financière, etc. Donc ça, c'est extrêmement important pour construire la fondation et ça fait partie de la planification. La deuxième des choses, c'est la première conception, on va dire sommaire. À quoi est-ce que notre projet va ressembler? Et là, on peut inclure et impliquer les différents intervenants de projets qui sont futurs. On peut impliquer le bureau d'études, l'entreprise, l'architecte, c'est-à-dire avant de commencer la réalisation, on est en train de concevoir comment est-ce que ce projet il sera à la fin de sa réalisation. Donc ça, c'est extrêmement important dans la partie planification et qui va aboutir sur un premier scope. Voilà la consistance des travaux que nous voulons réaliser. C'est-à-dire, nous allons décortiquer, est-ce que nous voulons un quartier d'affaires? Est-ce que nous voulons un jardin? Est-ce que nous voulons un pont? De quelle conception, etc. Un hôpital, une école, etc. Donc, dans cette partie de planification, nous sommes en train de planifier et de penser à ce que nous voulons réaliser. À la fin de cette, on peut passer par la suite à l'étude détaillée. Et c'est là, c'est-à-dire nous savons que nous allons construire cet ouvrage, voilà ses descriptions, voilà la consistance de ces travaux, voilà pourquoi est-ce que nous voulons nous réaliser. On passe par la suite à l'étude détaillée de cette solution, c'est-à-dire là, on commence à faire la conception, à réaliser le dimensionnement, à détailler un petit peu la conception architecturale. Donc ça, c'est dans la partie réalisation. Par la suite, une fois nous avons tous les éléments, là, on peut passer, parce que vous avez toute la conception, le projet, vous allez faire l'appel d'offres pour choisir la meilleure entreprise qui va réaliser ce projet-là. Et une fois l'entreprise elle est sélectionnée, ben, vous allez commencer à réaliser le projet de la manière que nous connaissons tous, c'est-à-dire à partir des plans d'exécution qui sont détaillés. L'entreprise elle va commencer à réaliser première phase, deuxième phase, etc., etc. Et une fois cette entreprise elle est désignée, elle va commencer à réaliser le travail. Là, on commence la vie de chantier. Donc, on est encore dans la construction. Et là, il y a tous les intervenants qui continuent à interagir et à travailler ensemble parce qu'il y a des parties contrôle, suivi. On est en train de vérifier est-ce qu'on est en train de bien faire ou pas, etc. Et une fois c'est terminé, il faut terminer ou finir par la phase de transfert. Donc, c'est la phase de réception de ce que nous avons réalisé. Est-ce que c'est conforme? Est-ce que c'est pas conforme? Et on ne peut dire que le projet, il a terminé que s'il passe à travers toutes ces étapes-là jusqu'à la clôture de notre projet ou de notre contrat. Donc ça, c'est globalement l'enchaînement de toutes les phases d'un projet de la construction. Et comme vous avez dit, Noéla, la communication, elle est présente partout.
Donc, elle est présente depuis le début jusqu'à la fin parce que on va communiquer, on va échanger. Et comme tu as dit si bien, chaque phase, il y a des intervenants et chaque intervenant, il a son rôle et il a surtout son intérêt et son influence. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça va déterminer la manière avec laquelle nous allons gérer la relation ou la communication avec cette partie prenante. Parce que on peut pas, pendant toutes ces phases du projet, on peut pas parler, on peut pas communiquer, on peut pas échanger, on peut pas accorder la même importance à tous les intervenants du même niveau. Ça serait vraiment fatigant de donner toute l'importance, une grande importance à toutes les parties prenantes. Donc c'est pour ça qu'il faut que ces parties prenantes ou ces intervenants soient analysés pendant toutes les phases de notre projet et adapter notre communication selon l'importance, selon l'intérêt. Il y a certaines parties prenantes qu'il faut gérer de manière très très proche, les appeler chaque jour, se réunir avec elles chaque jour. Il y a d'autres parties qu'il faut juste informer de l'avancement de votre projet. Il y a d'autres parties qu'il faut carrément juste gérer, c'est-à-dire les tenir impliqués, les informer, les convoquer pour certaines réunions, même s'ils ne viennent pas, il n'y a pas de souci. Donc, c'est juste pour dire que l'effort de la communication aussi, il est tributaire de la phase dans laquelle nous sommes en train de réaliser ou la phase dans laquelle nous sommes dans la gestion de notre projet de construction. Connaissant les phases de développement d'un chantier de construction, depuis tout début, comme vous l'avez bien précisé, on a la conception, la planification, jusqu'à l'exécution, réalisation, et puis à la fin, la réception. Maintenant, je voulais qu'on part sur cette même direction et surtout qu'on passe à la partie, à la problématique de notre épisode, à savoir la communication dans le chantier de construction. Et là, on parlera de manière beaucoup plus approfondie dans ce sujet-là. Donc, on va passer maintenant à notre deuxième partie. Et là, on va parler de ce qui se passe vraiment sur le terrain. Parce que je suis sûre que nos auditeurs qui travaillent dans le bâtiment ont tous des anecdotes, ont tous des histoires à partager sur la communication qui se passe au cours des projets. Monsieur Bouchrit, à votre avis, quelles sont les principales défaillances que nous pouvons, ou bien que vous pouvez observer sur le terrain en matière de communication? Quels sont principalement vos constats sur les dysfonctionnements qui arrivent lors d'un chantier? Je vais commencer par des tendances internationales à travers des recherches du Project Management Institute ou à travers le Construction Industry Institute. Donc, ils ont fait certaines études concernant ce sujet-là et je note certains pourcentages. On dit que 33% des échecs des projets de la construction sont dus à la communication principalement. Donc, la communication, une mauvaise communication, elle contribue à l'échec de 33% des projets. Donc, c'est énorme. C'est le un tiers qui est dû à une mauvaise communication. Et il y a 50% des travaux refaits, c'est dû à un problème de communication. Parce qu'on réalise un travail et après on casse et on le refait. Quand on cherche la cause, on trouve que c'est 50% dû à une mauvaise communication. Donc ça, c'est des constats qui sont généraux. Moi, j'y ajouterais quelques éléments que j'ai eu l'occasion de constater dans des projets de construction. C'est que, comme j'ai dit, quand on se réveille le matin, on est en train d'échanger. Sauf que cet échange, il n'est pas efficace souvent, surtout dans les réunions. Donc, quand on se réunit, moi j'ai eu la chance ou l'occasion de participer à des centaines de réunions et j'ai vu que la majorité, c'est pas efficace. Pourquoi? Parce que soit on ne respecte pas le temps, soit il n'y a pas d'objectif, soit les communications qui dérapent, soit il y a des communications qui échappent et on commence à carrément à parler de bagarre et non pas d'échange. Donc ça, c'est extrêmement important de le noter parce que pourquoi est-ce qu'on fait des réunions ou des rencontres? C'est pour prendre des décisions. C'est les décisions qui font progresser et faire avancer le projet. C'est pas les paroles, c'est les décisions qui vont faire avancer.
Et donc, on a un vrai souci d'échange et de communication efficace, c'est-à-dire quelque chose qui va aboutir à un résultat. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est on est dans le climat ou on va dire le contexte méditerranéen, nous sommes très humains. Ça, c'est un avantage pour certains, mais dans le domaine professionnel, parfois, il faut savoir faire la part des choses. C'est-à-dire, on est là, on est responsable, il faut communiquer de la manière la plus efficace et la plus claire et ne pas faire, c'est-à-dire faire un amalgame entre l'humain et la progression et l'avancement de notre projet, de la construction. C'est important de rester humain, nous allons en parler par la suite si vous voulez. Mais dans le domaine de la construction, nous avons des objectifs à atteindre et il faut communiquer et pousser, on va dire, la machine pour y arriver. Donc, parmi les autres constats que j'ai remarqués, c'est par rapport aux échanges de documents et le fait de garder une bonne traçabilité du projet et la possibilité de réclamer ou de retrouver la mémoire du projet vers la fin du chantier. Moi, j'aime bien un adage américain qui dit begin with the end in mind, c'est-à-dire il faut toujours penser à la fin du projet et même au-delà et se poser la question si le projet s'est terminé par exemple en 2026 et qu'on vienne 2030 pour voir l'historique, il faut qu'on le trouve. On le trouvera à travers des échanges, on le trouvera à travers des documents qui ont été échangés, on trouvera des bases de données qui vont servir par la suite pour des leçons apprises, etc. Donc ça aussi, c'est une problématique que je constate, c'est l'absence de traçabilité. Et ça, c'est dû à une mauvaise planification de la communication. Donc, nous allons en parler, si vous voulez, rapidement. Bon, j'en parle, j'ouvre la parenthèse et je vais la fermer. La planification de la communication, euh, ça aussi, c'est un constat que j'ai, c'est qu'on ne planifie pas, et qu'on tombe dans la gestion parfois aléatoire, on va dire, des échanges dans un chantier ou dans un projet de construction. La planification, ça consiste à dire, voilà les messages et voilà les documents que nous allons échanger pendant cette phase ou pendant ce projet. Voilà à qui est-ce que ces messages seront transmis, voilà à quelle fréquence, voilà le responsable et peut-être voilà le support que nous allons utiliser. Est-ce que c'est à travers un mail, est-ce que c'est à travers une réunion, est-ce que c'est juste par appel téléphonique, ça dépend. Donc, nous avons cette problématique aussi de planification de la communication. Donc ça, c'est un petit peu les principaux problèmes de communication que j'ai pu constater et sur lesquels il faut qu'on investisse pour justement rendre ces échanges et cette communication la plus efficace possible et garantir l'atteinte des objectifs du projet. Vous avez parlé d'éléments très importants. Vous avez dit qu'on est très humain et c'est important de mettre l'humain au centre de notre projet de construction. Et ça me ramène justement à penser à le fait que d'aborder des aspects qui sont plus humains en communication, euh, comme étant par exemple l'écoute active, les feedbacks, le partage ou bien les retours sur expérience. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ces pratiques que nous devons intégrer dans nos approches de communication et de gestion des réunions de chantier? Pour l'écoute active, vous avez bien dit que effectivement, il faut qu'on reste humain dans la communication parce que le projet, c'est vrai qu'il y a beaucoup de technicité, beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis à gérer, on va dire, mais il faut rester humain et à travers l'écoute active, comme vous avez dit, on peut justement arriver à comprendre. Parce que vous connaissez les statistiques qui disent que seulement 8% du message qui est perceptible à travers les mots. Il y a à peu près 38% qui viennent à travers l'intonation ou le son. Et le reste, c'est des gestes. Donc, il faut, quand on parle d'écoute active, on parle d'écoute de tous ces éléments-là et non seulement des mots. Donc, c'est extrêmement important. Si je vous dis, par exemple, oui, je suis d'accord. Ben là, ça se voit que je suis d'accord, mais malgré moi, que peut-être que ça va dégénérer par la suite. Donc, ça, c'est parmi les choses sur lesquelles il faut insister quand on parle
avec les différents intervenants d'un projet. On parle aussi de l'écoute active, dans le sens où il faut écouter pour comprendre et non pas écouter pour justement pour préparer ses armes. Et ça nous arrive rien que la semaine passée, on avait une réunion de chantier et on le sentait. Donc, c'est quelqu'un qui est en train d'exprimer son point de vue et l'autre, il est en train de préparer ses armes. Et à chaque fois, il interrompt, il y a des interruptions. Donc là, on voit très bien qu'il n'y avait pas d'écoute active. L'écoute active aussi, c'est dans le sens que il y a de la hiérarchie, il faut la respecter, c'est bien, mais un chef, il doit être toujours à l'écoute de son équipe. Même si c'est leur chef, c'est un langage, il y a un échange et non pas juste dans un seul sens. Et donc, il faut qu'ils sachent écouter leurs soucis, leurs problèmes, les conditions, parce que interrompre et ne pas écouter justement ses collaborateurs ou son équipe de projet, ben, ça peut conduire à des défauts par la suite qui vont se chiffrer. Hein. Je dis pas juste des problèmes relationnels, mais il y aura des travaux qui seront refaits, il y aura des problèmes de qualité, il y aura des problèmes d'avancement, etc. Donc l'écoute active, c'est un sujet que vous avez abordé, il est extrêmement important pour un chef de projet et ça fait partie des power skills qu'il faut développer. C'est-à-dire, il faut toujours se rappeler, moi je dis quand j'échange avec des professionnels, je rappelle toujours qu'on a deux oreilles et une bouche justement pour écouter beaucoup plus de fois que de parler. Et aussi, dans la gestion des parties prenantes que nous avons évoquées tout à l'heure, quand on a dit nous avons un client, ben, il faut l'écouter. Nous avons des autorités, il faut les écouter. Moi, je me rappelle d'une petite histoire qui nous a rappelé, qui nous est arrivée, pardon, dans un grand projet. On commence à avancer dans le projet et après, il y a quelqu'un des autorités qui est venu, il nous a dit, vous arrêtez immédiatement le chantier. Pourquoi, monsieur? Eh bien, parce que vous êtes en train de jeter votre matériau dans une zone qui relève de mon territoire et vous n'avez pas pris mon autorisation. Donc, l'erreur que nous avons faite, c'est que nous n'avons pas écouté cette partie prenante. Nous ne l'avons même pas étudier le fait de comprendre ses exigences, ses demandes, etc. Et ça nous a coûté l'arrêt complet du projet. La même chose quand on parle de gestion d'équipe à petite échelle ou à grande échelle, si on ignore ou si on n'écoute pas les gens qui sont avec nous, si on ne les encourage pas à exprimer leur avis et à vraiment les écouter sans jugement, sans interprétation inutile, ben, on risque d'interrompre la communication et se trouver avec des problèmes par la suite. Vous avez parlé aussi du feedback. Et ça, c'est extrêmement important aussi dans un projet de construction. Le feedback, il peut venir de n'importe quelle partie prenante, de n'importe quelle composante du projet. Et le feedback, il faut savoir qu'il y a deux ou quatre types de feedback plutôt. Il y a des feedbacks qui sont internes, c'est-à-dire entre nous, dans l'équipe, il y a des feedbacks. Bon, là, on est tous dans le même bain. Nous allons réaliser ce qui est demandé à travers le feedback parce qu'on est en équipe. Il y a des feedbacks externes, donc c'est un feedback qui vient d'une autre entité externe au projet. Donc là, il faut le gérer aussi de la manière appropriée. Et il y a autres types, c'est qu'il y a des feedbacks positifs et des feedbacks négatifs. Les feedbacks positifs, c'est ceux qui ont un objectif d'améliorer les systèmes. C'est-à-dire, on vous dit, par exemple, Madame Noheila, vous avez un projet à réaliser ou à construire. On a prévu ça initialement, mais là, nous allons améliorer les choses. Nous allons ajouter un étage. Ça, c'est constructif, donc ou positif, parce que nous allons améliorer les performances. Et il y a l'autre type de feedback. Ce sont les feedbacks négatifs, c'est-à-dire on vous critique, on va vous dire non, vous avez fait ça et vous deviez faire ça, d'accord? Donc il faut faire la part des choses selon le type de feedback que vous êtes en train de constater ou de vivre. Et ça, c'est important aussi. En tant que quelqu'un qui donne un feedback, il faut éviter les feedbacks généraux. D'accord? Donc ça, c'est important. Dire des feedbacks qui sont généraux, ah, je ne suis pas content. Donc ça, c'est un feedback, oui, mais il est très général. Il faut être le plus précis possible. Comme ça, on peut le gérer et le traiter de la manière la plus pertinente possible. Feedback, écoute active, le partage et le retour sur expérience, c'est tout à fait
un enjeu pour développer et pour avancer de manière efficace de la part de l'ensemble des parties prenantes dans le projet de construction. Et maintenant, nous allons plutôt rentrer à la partie la plus technique et la plus outillée de notre épisode. Chères auditrices et auditeurs, j'espère que vous êtes toujours avec nous. On va parler des méthodes et des outils qui sont notamment du Project Management Institute, le PMI. Nous savons très bien que vous êtes un PMO. Donc, faisons un panorama. Par où vous voulez commencer pour parler de ces outils de méthodes qui sont très nombreux et très efficaces dans tout projet de construction? Je vais commencer, Noëlla, par les basiques. Donc, nous avons un petit peu touché au plan de communication déjà. Ça, c'est un outil qui est extrêmement important et il faut qu'on sache établir un plan de communication. Moi, j'ai adoré certains clients avec qui j'ai travaillé. Ils l'imposent ou ils l'exigent depuis le début du projet. Et ils vous disent, voilà, un tableau que vous allez remplir, s'il vous plaît. Nous avons tous ces messages-là euh, qui seront échangés dans le projet, que ce soit des messages concernant les avancements, concernant la conformité de certains ouvrages. Donc, on vous liste, voilà les messages qui seront échangés dans ce projet-là. Et on vous demande de réfléchir ou de donner comment est-ce que ce message sera délivré. Est-ce que c'est à travers un rapport? Est-ce que c'est à travers une note? Est-ce que c'est à travers un échange, une réunion qui sera tenue? À quelle fréquence? C'est-à-dire, si on parle de rapport d'avancement, est-ce qu'il sera envoyé de manière euh, hebdomadaire, de manière mensuelle, etc. On dit aussi, c'est qui le responsable de cette information ou de ce message? C'est important aussi. Est-ce que c'est le département qualité, c'est l'OPC, c'est le bureau d'études? Donc, tout dépend du message que nous voulons échanger. On dit aussi à qui sera délivré, et ça c'est extrêmement important. J'ai répété beaucoup de fois le mot important parce que pour moi c'est crucial. C'est-à-dire et ça peut générer des coûts si ce n'est pas bien géré. Euh, à qui est-ce que ce message sera délivré? Pourquoi? Parce qu'on a vécu dans certains projets une information qui est envoyée à quelqu'un qui n'est pas concerné ou quelqu'un qui ne peut qui ne peut pas forcément en faire un bon usage. Donc ça c'est important de dire, voilà les gens à qui le rapport il sera délivré et on peut ajouter d'autres éléments concernant par exemple le contexte ou le format, est-ce que ça sera avec des couleurs, avec une page de garde, etc., etc. Donc ça c'est la première compétence essentielle et importante. Il faut y accorder un temps important pendant toutes les phases du projet et ça démarre depuis la phase initiale ou initiation du projet. Donc ça c'est la première des techniques. La deuxième des choses, c'est un concept qui est emprunté à l'industrie automobile qui s'appelle la chambre OBA ou la grande chambre. Donc, quand j'explique ça à certains collaborateurs, ils la confondent avec une réunion. Ben, c'est une réunion, c'est juste une réunion. Sauf que la différence, c'est que par rapport à une réunion qui est dans un cadre, dans une salle, et en échange, on parle d'avancement, etc. La chambre OBA, c'est un espace plein de visuels. Donc ça, c'est extrêmement important. Visuel, non seulement le planning, on va pas y trouver juste le planning qui est affiché, le planning de notre bâtiment, de notre route. Euh, donc, c'est un espace où il y a aussi d'autres graphes d'avancement, d'autres graphes de problèmes. Ça, c'est important aussi. On peut noter, on peut faire des choses très créatives. Voilà les soucis que nous avons pour l'instant. Voilà les risques que nous sommes en train de prendre actuellement. Voilà les fournisseurs avec qui nous avons des problèmes. Voilà les fournitures qu'il faut préparer. Voilà les choses critiques sur lesquelles on a besoin de trancher. Donc ça, c'est important dans la chambre. Donc quand vous allez vous tourner vers la chambre, vous allez trouver plein de graphes, plein de photos, plein de choses visuelles. Et les gens qui vont y participer, ils y participent de manière régulière. Et le temps, il n'est pas un temps fixe. Donc pour rester dans l'agilité et pour être à l'aise dans la tenue de cette séance OBA, il y a d'autres principes aussi. Des principes, c'est que on est là, il n'y a pas de chef. Donc, on enlève les casquettes de toi, tu es mon chef ou je suis votre subordonné pour justement s'exprimer.
Il y a aussi d'autres principes, laisser les autres parler et les encourager à parler et à discuter pour que ça ne se transforme pas en une réunion dans un seul sens. C'est-à-dire, on est là pour échanger. Les nouveaux, il faut qu'ils soient intégrés de la manière la plus efficace et la plus fluide possible, on va dire. Donc, c'est des gens qui vont apprendre et qui vont voir ce qui se passe et qui vont échanger et vont dire leur avis. On va les laisser s'exprimer justement. Et c'est un espace, ça c'est extrêmement important aussi, c'est un espace pour résoudre des problèmes. Il y a une panoplie d'indicateurs que cette chambre ou ce concept ne marche pas. Parmi ces indicateurs que cette solution ou cette plateforme d'OBA ne marche pas, c'est quand on voit que tout va bien. Donc certains ils vont dire que non, si tout va bien, c'est que tout est OK. C'est un bon signe. Non. Donc c'est que tout le monde il est en train de cacher quelque chose. Autre chose, c'est que quand on ne voit que le planning qui est affiché dans cette séance OBA, il y a un problème. Il n'y a pas que le planning. Comme j'ai dit, il y a des risques, il y a des problèmes qui peuvent survenir. Donc, il y a des problèmes de fourniture. Donc, si on voit juste le planning, c'est une réunion planning. Donc, il faut pas l'appeler OBA, il faut l'appeler autre chose, avancement. Donc, ça, c'est le deuxième indicateur que ça ne marche pas, ou ça se confond avec une réunion. Troisième chose qui peuvent impliquer ou qui peuvent indiquer, pardon, que l'OBA ne marche pas, c'est que quand il n'y a pas de prise de décision, il y a des choses qui traînent depuis longtemps. Donc on voit une liste, voilà des choses sur lesquelles on va trancher et ça traîne depuis longtemps. Donc ça veut dire que ça ne marche pas. Il faut améliorer des choses. Quand on voit que les gens ne parlent pas, donc quand on commence à voir des silences, donc des gens qui n'atteignent pas la réunion ou qui sont là juste pour faire figure, on est là, on a assisté, vous nous avez convoqués. Alors que l'objectif principal de cette chambre OBA, moi je commence à encourager son utilisation dans nos chantiers et c'est, voilà, franchement, c'est beau à voir et c'est beau à assister à ces réunions-là parce que ça change beaucoup par rapport à une réunion où il y a un ordre du jour, où on doit suivre un planning, etc. Donc là, on est en train vraiment d'échanger et d'apprendre et d'évoluer. Donc ça, c'est important. Parmi les autres techniques, je peux citer le CBM, le concept CBM, qui est une marque de Project Management Institute. Sa signification, c'est Commitment Based Management. C'est la gestion basée sur l'engagement. Et là, pour le simplifier, si vous êtes par exemple Noéla, vous êtes ma chef, vous me demandez de faire un travail. Donc, soit par téléphone, oui, bonjour, merci Monsieur Samir Bouchret, merci de me donner le rapport le jeudi prochain. D'accord? Donc, moi je vous dis, d'accord, ok, je vous le donnerai, ce rapport-là, le jeudi prochain. Le Project Management Institute, il a essayé de rendre cet engagement que je t'ai donné, de le rendre professionnel et de le rendre le plus efficace possible à travers le fait de réfléchir à comment est-ce que je peux respecter cet engagement. Donc, c'est un engagement que j'ai donné, c'est une parole que j'ai donnée pour assurer ou pour avoir plus de chances d'atteindre de cet objectif ou de ce résultat. Ils ont dit que, premièrement, il y a deux entités. Il y a le client, celui qui va demander. Donc, il va exprimer clairement ce qu'il est en train de demander. Donc, vous allez me dire, s'il vous plaît, j'ai besoin d'un rapport, voilà les éléments qu'il faut y inscrire, et voilà la consistance, et voilà la forme que je veux, et je le veux le vendredi ou le jeudi, comme on a dit. D'accord? Donc ça, vous êtes en tant que client, vous avez spécifié votre demande. Alors, il y a une deuxième partie qui est la partie négociation. C'est-à-dire, moi, je vais recevoir votre demande. Je vais l'analyser et il faut que je m'exprime là-dessus. Donc, il faut que je vous dise, je peux ou je ne peux pas. Je peux vous proposer d'autres choses, pas jeudi, je peux vous le donner vendredi. Je peux vous demander d'enlever certains chapitres parce qu'on y travaille encore. Donc, on est en train de négocier et c'est important cet échange et cette communication pour se mettre d'accord de qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que vous voulez de moi. D'accord? Après, une fois on est d'accord, ben c'est un engagement. C'est quelque chose, c'est comme un contrat. C'est comme si on a signé un contrat. Je commence à travailler dessus et
l'échange et la communication continuent. Il faut pas s'arrêter et attendre jusqu'au jeudi pour m'appeler et me dire alors il est où ce rapport? D'accord? Donc au contraire, il faut que à mi-chemin, il faut qu'on continue à échanger. Je t'envoie une première partie, vous allez me faire un feedback, on va échanger, on va rectifier des choses pour garantir que le rapport vous sera délivré. D'accord? Pourquoi est-ce que c'est important, ce concept de CBM? Parce que si on a une mauvaise écoute, je vous ai pas bien écouté, ben, le rapport ne vous sera pas délivré. Si vous n'avez pas, on ne s'était pas mis d'accord, je vous ai dit juste, d'accord, ok, vous l'aurez. Donc, je n'ai pas négocié. Il y a beaucoup de chances que ça ne vous parvienne pas. D'accord? Donc, c'est pour ça que ça a été un petit peu structuré, cette démarche. On l'appelle en management basé sur l'engagement et ça, c'est extrêmement important. Parmi les autres éléments qu'on peut citer concernant la communication et les techniques, c'est déjà l'évaluation de l'efficacité et de la pertinence de cette communication. Parce que si vous travaillez dans un projet et vous voulez évaluer et dire est-ce que ma communication, est-ce qu'elle est efficace ou pas? Le Construction Industry Institute, justement, il a mis en place un outil qui s'appelle le COMPASS, Communication Project Assessment Tool. Donc, c'est un outil sur lequel ils se sont basés sur des recherches. Ils ont pris 70 ou 72 entreprises. Ils ont évalué la pertinence des échanges, de la communication, sur 6 niveaux ou 6 domaines. Donc, le premier, c'est la pertinence de la communication ou la pertinence du message. Est-ce que les gens sont en train d'échanger le bon message ou c'est juste des choses qui ne sont pas utiles? Est-ce que le message, est-ce qu'il est compris ou pas? Donc, ils ont parlé de la compréhension de ces messages-là. Donc, est-ce que l'échange, quand il est fait, même s'il est pertinent, est-ce que le message, est-ce qu'il est compris ou pas? Ils ont parlé d'un autre domaine qui est le temps de livraison de ce message. Est-ce qu'il est respecté ou pas? Je vous donne l'exemple. Si vous me demandez de vous livrer un rapport hebdomadaire et je vous le donne 2 mois après. Donc, le temps, je ne l'ai pas respecté, donc ce n'est pas une communication qui est efficace ou qui est pertinente. Ils ont parlé de les barrières de langue ou d'obstacles. Donc ça aussi, surtout pour les projets multinationaux, on peut trouver quelqu'un qui est du Sénégal, qui parle avec quelqu'un de la Chine ou de l'Inde. Donc ça aussi, on doit évaluer est-ce que les gens se comprennent l'un l'autre parce qu'il y a une différence culturelle, etc. Donc si domaines, donc l'essentiel c'est ça, c'est que la pertinence, la fréquence des messages et ils ont mis en place, le CII, il a mis en place une moyenne sur la base de 13 questions qui sont posées de manière régulière aux différents acteurs du projet et on évalue. Est-ce qu'on est sur la moyenne? Dans ce cas, on est bon. C'est-à-dire par rapport à la moyenne internationale de l'efficacité des messages échangés, de la communication, on est bon. Soit on a des soucis, on a des problèmes en termes de communication. Et là, il faut préparer un plan d'action pour pallier aux différents problèmes de communication. Voilà, donc ça, c'était Donc vous un avez bien parlé aperçu. Voilà, des méthodes. Donc vous avez bien parlé des méthodes qui sont présentes et qui devraient être présentes dans l'ensemble de projets de construction, à savoir OBEA, la matrice de communication, l'outil CBM, que je trouve très intéressant parce que échanger sans engagement, c'est pas vraiment engageant et professionnel. Et puis la voilà, dernière, à savoir l'outil de la grille d'évaluation à travers les 13 questions qui peuvent se présenter pour bien évaluer notre communication. Donc, on va passer maintenant à quasiment la dernière partie de notre échange, Monsieur Bouchret. Et j'aimerais attirer votre attention sur les outils qui sont déployés aujourd'hui dans un chantier, notamment la partie logiciel, nombreux outils qui sont mis en place. Qu'est-ce qui change concrètement dans la communication quand on adopte certains outils? Est-ce que c'est plus efficace, c'est moins efficace? Est-ce qu'on perd d'efficacité en communication? Notamment, on a parlé des méthodes qui sont déployées de manière très large, mais est-ce que les outils vont changer quelque chose? Est-ce que le déploiement maintenant, on sait très bien qu'il y en a des entreprises, il y en a
pas mal qui font, qui inventent et qui sont créatifs en matière d'outillage dans le secteur du BTP. Est-ce que c'est efficace ou bien ça nous perd d'efficacité le fait d'avoir des outils déployés dans un chantier de construction aujourd'hui? C'est quelque chose, on a Mm. la chance de vivre dans cet âge où il y a beaucoup d'outils de communication et d'outils informatiques surtout, qui vont rendre l'échange des documents, des communications, un travail collaboratif beaucoup plus efficace. Donc on a cette chance justement. Moi, je donne juste un petit exemple, c'est qu'en 2005, on me demandait de rédiger des rapports sur l'avancement des projets pour les remettre à des bailleurs de fonds. Et c'était des rapports en arabe. Donc nous, on a une éducation qui est française. Donc c'était très difficile. Je passais à peu près une semaine pour rédiger un rapport d'avancement en arabe pour qu'il soit transmis. Maintenant, le même travail, en utilisant de nouvelles technologies, en utilisant on va dire des modèles, maintenant, en un petit clic, on peut les avoir grâce aux outils de l'IA ou grâce aux modèles que nous avons d'établissement de certains rapports. Donc ça, c'est un avantage très grand pour les professionnels de la construction, c'est qu'on peut faciliter et rendre la communication et la rédaction de certains rapports à communiquer de la manière la plus rapide possible. Ceci dit, il y a maintenant l'émergence ou la vulgarisation, on va dire, des Project Management Information Systems. Donc, ce sont des outils, des plateformes que nous utilisons. La plus basique, c'est Google Drive, donc G Drive, pour déposer des documents et pour assurer un échange entre les différentes parties prenantes. Il y a d'autres logiciels qui sont plus adaptés en termes de communication de documents, d'échange d'emails, de courriers, etc. On parle ici de Aconex, par exemple, de Fusion Life. Donc, ce sont des choses technologiques qui ont facilité cet échange. Je peux mettre en place une plateforme commune pour l'échange des documents, l'échange des informations et donner des accès pour des personnes concernés pour qu'ils puissent accéder à l'information le plus tôt possible, rapidement, en toute facilité. Donc ça, c'est quelque chose qui a, je vais dire, transformé la manière de gérer la communication documentaire dans un projet de construction. Il y a aussi des logiciels qui permettent ce travail collaboratif. Donc même les logiciels de planification Primavera ou MS Project ou autre, pour planifier un projet, on peut travailler de manière collaborative. On peut noter et discuter de l'avancement en temps réel, c'est-à-dire voilà où est-ce qu'on en est, voici les étapes qui vont suivre. Ça, c'est quelque chose qui a facilité la communication. Il y a aussi d'autres concepts, on va dire, c'est pas des logiciels comme le BIM, le Building Information Modeling. Donc c'est un concept qui permet, qui renforce ce travail collaboratif. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs parties prenantes et on travaille autour d'un modèle 3D de notre ouvrage et chacun il a sa contribution et il peut voir même les modifications qui sont là, il peut voir des contraintes, il peut voir ce qu'on appelle les notions de clash. Est-ce que mon tuyau, est-ce qu'il est en clash avec un dispositif ou un équipement et je peux facilement changer d'emplacement, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui a facilité, comme on a dit, la communication et l'échange entre les différents intervenants des projets. Il y a des technologies aussi qui sont de plus en plus utilisées pour communiquer sur les avancements. Là, dernièrement, sur un projet d'infrastructure linéaire, on utilise des drones à la fois pour faire des levées topographiques et en même temps pour prendre des photos et des vidéos de notre tracé. Donc avec ça, au lieu de continuer à faire des pages Excel avec des centaines de lignes, là on dit clairement voilà l'avancement de notre projet ou le parcours en 10-15 minutes et on regarde tout le projet où est-ce qu'il en est. Donc ça c'est quelque chose qui a, on va dire, facilité et rendu la communication très efficace et plus pertinente. Et donc, je voulais juste dire que la technologie, il faut juste savoir l'utiliser pour rendre ces échanges les plus pertinents possibles. Il y en a qui disent, voilà, il y a l'émergence aussi de l'intelligence artificielle et qui peut prendre quelques avancées par rapport aux emplois, etc. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que
celui qui va pas prendre le train de l'intelligence artificielle, il sera dépassé. Et là, il a beaucoup de possibilités ou de chances de perdre son emploi justement. Donc, il faut utiliser ces outils de communication qui emploient l'intelligence artificielle. Je parle, par exemple, quand on parle de gestion de réunion. Là, maintenant, il y a quelques applications qui peuvent vous faire un résumé de votre réunion, qui peuvent vous préciser, voilà, les points critiques ou les points importants qui ont été évoqués. On peut utiliser l'IA pour communiquer concernant les contrats, la gestion des contrats. Maintenant, au lieu de lire 500 pages de contrat, on peut demander à certaines plateformes de nous faire des extraits de certaines parties qui concernent la phase de notre projet. Là, on peut aussi euh, utiliser l'intelligence artificielle pour monter des plans en 3 dimensions. Donc là, c'est beaucoup plus expressif. Vous avez mentionné qu'il y en a pas mal d'outils qui se rajoutent comme appui aux méthodes. Il reste de faire un bon pari entre les méthodes et les outils pour pouvoir profiter de leur efficacité et de leur utilisation. Monsieur Bochrit, nous arrivons à la fin de cet épisode. Je vous remercie encore pour votre générosité et la clarté de vos propos et la qualité d'échange que nous avons pu entretenir ensemble. Vous nous avez donné aujourd'hui une boîte à outils précieuse pour mieux communiquer sur nos chantiers et j'espère à nos professionnels qui nous écoutent aujourd'hui qu'ils en profitent et qu'ils saisissent l'occasion de noter et de prendre et de profiter de ces outils et de pouvoir les appliquer dans leur chantier de construction. Et merci à vous, chers auditeurs, auditrices, de nous avoir suivis pendant cet épisode. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vos feedbacks, vos retours sur expérience, pourquoi pas, des anecdotes que vous avez vécues dans vos chantiers. On aimerait avoir quelques feedbacks de vous sur l'épisode, sur ce qu'on a échangé aujourd'hui. Et donc, je vous invite à partager l'épisode autour de vous, à nous suggérer peut-être des sujets pour les prochains épisodes. Et je vous souhaite une bonne communication dans vos chantiers.